Nous reprenons le cours de notre colloque avec un exposé maintenant de Massimo Borlandi de l'Université de Turin, que je remercie de sa venue, et sur Durkheim et Tarde. Donc l'enquête continue. Alors, merci. Alors, le titre que j'ai donné à mon exposé est Durkheim et Tarde, le dernier acte. Et ce dernier acte dont je vais vous parler, en français que j'espère vous me pardonnerez, est en effet l'épilogue d'un conflit fameux, même légendaire, celui entre Durkheim et Tarde, épilogue qui se déroule en partie dans ce collège, à partir du moment où Tarde y est élu à la chaire de philosophie moderne, c'est-à-dire en janvier 1900. Alors, il y a eu une leçon d'ouverture le 8 mars, et le sujet du premier cours fut la psychologie économique. Ce dernier acte venant après les autres, je vais d'abord tâcher de les résumer. Arrivé à sa fin avec la mort de Tarde en mai 1904, le conflit Durkheim-Tarde avait commencé en mars 1893, quand Tarde, après avoir reçu à Sarlat, où il était juge, un exemplaire dédicacé de la thèse de Durkheim, de la division du travail social, et avoir constaté que cela le concernait, adressa une lettre à Bordeaux à ce relativement jeune homme dont le nom lui était familier, du fait des articles que Durkheim avait jusqu'alors publiés dans la revue philosophique. Durkheim lui répondit. Le vent, c'était un samedi, et depuis, ce fut un crescendo rossinien de prise de position publique, de critiques circonstanciées et de répliques pointues, attaques et contre-attaques, pour un total d'une quinzaine de textes seulement dans la période de 7 ans qui va de 1893 à 1899. Textes dont 2 sont absolument incontournables. De la part de Tarde, le réquisitoire envers les règles de la méthode sociologique qu'il présente au premier congrès international de sociologie, octobre 1894, publié l'année suivante. Et de la part de Durkheim, l'ouvrage Le Suicide de 1897. Sur quoi se sont-ils disputés Durkheim et Tarde? Sans grande originalité, sur la nature de la société et sur la façon dont expliquer les phénomènes sociaux. En ce qui est de la nature de la société, selon Tarde, la société est composée d'individus. Et un individu plus un individu, cela fait 2 individus. Cela n'empêche pas que pourtant l'unité d'observation ne soit pas ou pas seulement l'individu, mais surtout la relation entre au moins 2 individus. Selon Durkheim, la société est prioritairement composée de groupes, et seulement après, et pas partout, et pas toujours, d'individus. Et un individu plus un individu, cela fait 2 individus plus quelque chose. Les groupes et les individus sont comparables pour Durkheim en ce sens que, tout comme les individus, les groupes ont leur physionomie, leur tempérament, leur âme. Ça va sans dire que pour Tarde, les groupes sont des hypostisations. Quant à la façon dont expliquer les phénomènes sociaux, un phénomène social expliqué dès qu'on en détermine la cause. Pour Tarde, la cause de tout phénomène social réside dans l'initiative d'un ou de plusieurs individus inventifs, appelés aussi modèles, qui donne l'exemple. L'exemple est répété par des proches des voisins de l'inventeur, appelés aussi copistes, qui les transmet à leur tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'invention se propage par rayonnement à partir d'un foyer originaire. La répétition des exemples prend le nom d'imitation, et Tarde est explicite. Si l'humanité parle, c'est parce que quelqu'un a commencé à parler jadis.
Pour Durkheim, tout phénomène social est le résultat d'une élaboration collective engendrée par des hausses de la cohésion des groupes, quand, à la suite d'échanges moraux intenses et continus, comme cela arrive dans les occasions où la population se concentre, notamment pendant les assemblées, les fêtes, etc., les sentiments des individus s'interpénètrent et fusionnent. C'est ce qu'atteste dans la division du travail social une loi de gravitation du monde social, entre guillemets, affirmant que la civilisation progresse d'autant plus vite que des individus nombreux demeurent longtemps réunis. La querelle s'était focalisée sur l'explication des phénomènes sociaux par imitation. Et là, il faut préciser ce que c'est que la théorie tardienne de l'imitation. C'est un produit hybride, un inédit sans conteste, qui a deux caractéristiques. La première est qu'elle met sur le même plan l'imitation volontaire, c'est-à-dire la répétition d'un acte d'autrui accompli afin d'en retirer un avantage, et l'imitation involontaire, c'est-à-dire la répétition d'un acte d'autrui exécuté automatiquement, sous l'effet d'impression. L'imitation, soit-elle volontaire ou involontaire, cela ne change rien par rapport au fait que c'est la relation imitative qui fonde le lien social. La seconde caractéristique de la théorie tardienne de l'imitation est que Tarde assemble deux explications contraires de l'imitation involontaire, celle par suggestion et celle par contagion. La suggestion est un moyen de transmission verticale des exemples, impliquant un écart de prestige entre le modèle et le copiste. Le copiste admire son modèle, il est par conséquent magnétisé par lui. La contagion est un moyen de transmission horizontale entre les individus en contact. La contiguïté à elle seule véhicule l'exemple. Des lois de l'imitation, titre de l'ouvrage de Tarde plus connu, 1890, couronne cet ensemble organisé de principes et de critères auquel Tarde assigne une valeur universelle, puisqu'il en propose les applications les plus disparates. La stratégie de Durkheim avait d'abord consisté à démanteler cette construction. Il avait soutenu d'accord avec la psychopathologie de son temps, que l'imitation n'existe que comme conduite involontaire et qu'elle relève principalement de la contagion. Les phénomènes de suggestion étaient un peu éludés par lui. Or, il avait dit tout de suite dans la division du travail social, la contagion se manifeste sur des terrains prédisposés, je cite, elle n'est possible qu'entre des êtres qui se rassemblent déjà et dans la mesure où ils se rassemblent. C'est-à-dire que l'imitation-contagion comporterait comme condition nécessaire ce lien social que, selon Tarde, elle engendrerait. Après quoi, Durkheim s'était appliqué à réfuter empiriquement la théorie tardienne. Comment? Par une carte géographique. Une carte de la distribution du suicide en France par arrondissement de 1887 à 1891. Durkheim composa cette carte, pas tout seul, pendant l'été 1895. Et cette carte montrait qu'il n'y avait pas de foyer d'où le suicide aurait rayonné. Donc le suicide dépendait des états des milieux sociaux où il se produisait et l'imitation-contagion n'y était pour rien. Durkheim présenta cette carte à l'exposition universelle de Bordeaux de 1895 et l'a mis ensuite dans le suicide, l'ouvrage.
il s'était agi d'une réfutation assez spécieuse, parce que Tarde ne s'était occupé du suicide qu'au passage, dans la criminalité comparée, ouvrage de 1886. Mais c'est l'histoire de cette carte qui est la plus instructive. Durkheim l'avait établi grâce aux données du ministère de la Justice auquel Tarde, devenu dans l'entretemps chef de la statistique judiciaire, en février 1894, lui avait ouvert l'accès. Non sans une remarquable perfidie, Durkheim lui avait demandé le petit service de permettre à l'un de ses étudiants de se rendre au ministère y calculer le montant annuel des suicides dans les 362, à l'époque, arrondissements de la République. C'est-à-dire que Tarde avait fourni à Durkheim l'arme avec laquelle ce dernier l'avait frappé. D'autres anecdotes ponctuant l'histoire de la polémique Durkheim-Tarde seraient rappelées, s'il y en avait le temps. Le plus drôle est sans doute le suivant. Pendant l'année scolaire 16-17, le fils aîné de Tarde, Paul, est un étudiant de Durkheim à Bordeaux. Et là, Durkheim rassure son père, il lui mettra une bonne note. À quoi il faut ajouter des relations personnelles progressivement détériorées et des difficultés de compréhension réciproque, ou pour mieux dire, des difficultés de se faire comprendre. Car s'il y a un suicide ici, qui dure encore, est celui de Tarde, dont l'approche fourmille de finesse, mais où la géométrie est le plus souvent absente. De toute manière, le suicide, l'orage, paraît en juin 1897. En juillet, Tarde fait savoir à Durkheim qu'il va lui répondre par un article. On voit Durkheim qui attend cette réponse avec une certaine trépidation, jusqu'en 1898, et finalement, la réponse de Tarde ne paraît pas. Tarde a bien rédigé des notes sur le suicide, datées de juillet 1897, mais il ne les a pas finalisées. Et ce brouillon est resté parmi ses papiers. Et on arrive ainsi à la fin du siècle, à 1899, avec Tarde et Durkheim qui répondent, ainsi que d'autres savants, 22 au total, à une enquête promue par la Revue internationale de sociologie sur, guillemets, l'introduction de la sociologie dans l'enseignement secondaire. Durkheim est favorable, Tarde contraire. Alors, quoi de neuf dans le conflit Durkheim-Tarde au début du XXe siècle, en concomitance avec l'élection de Tarde au Collège de France? Les nouveautés sont au nombre de deux. La première est que l'objet de la controverse évolue. De la nature de la société, on passe à la nature de la science qui étudie la société, le statut de la sociologie en tant que discipline. La seconde nouveauté consiste dans l'apparition d'indices, signes, événements qui attirent notre attention sur le fait que ce conflit porte aussi, et depuis toujours, sur un thème apparemment marginal, dont les contemporains sont pourtant bien conscients, dont sont également conscients les deux adversaires, apparemment marginal, mais aux implications pratiques importantes. Le rôle de la personnalité dans l'histoire. Donc, le statut de la sociologie d'abord. Le statut de la sociologie se définit par rapport à la psychologie, d'une part, et par rapport à l'ensemble des sciences sociales, de l'autre. Relativement au rapport de la sociologie avec la psychologie, Durkheim avait été clair dans les règles en particulier. On ne peut pas expliquer la vie sociale par des facteurs psychologiques, entendant par là les états de la conscience individuelle. Tarde avait tout de suite réagi et s'était trouvé en bonne compagnie, car le point de vue de Durkheim ne rencontrait que de l'opposition. Même à l'intérieur de l'équipe qui prépare en 1897 le premier volume de l'année sociologique, la perspective de se passer de la psychologie dans l'explication sociologique suscite de fortes perplexités. À un moment donné, il semble que l'idée d'une psychologie sociale ou collective
puisse constituer un bon compromis. Durkheim n'a rien contre, d'autant plus qu'il a souscrit à certaines thèses et aux objectifs de deux variantes de la psychologie sociale ou collective. La psychologie des peuples et celle des foules, dont il est même un théoricien méconnu aujourd'hui. Ettard devrait être d'accord à son tour. Il est le pionnier, un pionnier de la psychologie sociale ayant employé cette expression dès 1884 dans le titre d'un ouvrage en deux parties soumis à Alcan en 1887 sans succès. Il avait publié des études de psychologie sociale encore en 1898 et s'était bien occupé des foules, notamment dans des foules criminelles. Le recueil L'opinion et la foule va paraître en effet en 1901. Voilà pourtant que sous les mêmes mots se cachent les choses les plus différentes. La psychologie sociale de Tarde est la psychologie de l'individu en société, parmi ses semblables. Sa psychologie des foules, de la foule, est une psychologie de l'individu dans la foule. La psychologie sociale ou collective de Durkheim est la psychologie de la société, du peuple, de la foule, en tant qu'unité, totalité, si vous voulez, super-individuelle. C'est pour faire cesser la méprise qu'il existe des moi collectifs, comme il s'exprime, moi collectif, que Tarde sort l'idée d'une psychologie intermentale ou intercérébrale ou interspirituelle ou interpsychologie tout court. Il teste cette idée juste lors de son premier cours au collège. Il suffit de lire l'avant-propos de l'ouvrage publié en 1902, cours d'interpsychologie économique et pas de psychologie économique. Il expose ensuite le projet d'une psychologie intermentale au Congrès international de psychologie le mois d'août de cette même année 1900 et reprend le sujet dans 3 textes ou dans 3 versions d'un même texte, dont le plus complet, intitulé L'interpsychologie, date de 1903. L'innovation est plus linguistique que substantielle, car l'interpsychologie a trait à un thème dont Tarde a toujours parlé, c'est-à-dire, grosso modo, au processus plus ou moins conscient par lequel se produit l'action d'un esprit sur un autre esprit, même à distance, et dont le résultat est le plus souvent l'assimilation des deux esprits l'un à l'autre, à travers aussi des résistances et des conflits. L'objectif est cependant atteint. Tarde parvient à se démarquer, on ne saurait plus nettement, au niveau du vocabulaire déjà, de Durkheim et de toute conception organiciste de la société. En mai 1901, un article dans la revue philosophique d'un adversaire de poids, Alfred Espinasse, Être ou ne pas être, ou du postulat de la sociologie, oblige Tarde à des éclaircissements. Il les donne dans une réponse du mois de novembre, dans un autre article intitulé La réalité sociale, où il s'aventure à évoquer Durkheim, qui aurait enfin ouvert à la psychologie. Il s'est rapproché, écrit-il, de la conception psychologique des faits sociaux. Durkheim prend papier et plume et adresse une lettre à la revue philosophique à Théodore Ribot, son directeur, pour protester que ce qu'a écrit Tarde est faux. La chose à laquelle il s'est opposé est le recours à la psychologie individuelle dans l'explication sociologique, mais quant à la réalité sociale, il a toujours convenu, assuré qu'elle est de nature mentale, cérébrale, spirituelle. Elle consiste en effet en représentation et que son étude est la prérogative d'une psychologie spéciale soulignée dans le texte. Expression soulignée par Durkheim, pas seulement il se reconnaît dans cette psychologie spéciale, il l'a systématiquement pratiquée. Il l'aurait systématiquement pratiquée. Il écrit cette lettre pour mettre fin à un malentendu, précise-t-il, mais il n'en a pas encore fini.
Après la mort de Tard, il rédige pour l'année sociologique, volume 9, 1906, un compte rendu serré de l'interpsychologie, l'article de 1903. Ouverture du compte rendu, 2 points. À la fin de sa vie, M. Tard aimait à remplacer le mot de psychologie collective par celui d'interpsychologie. L'analyse est dévastatrice. Le concept d'interpsychologie étant jugé par Durkheim arbitraire et confus. Que reproche-t-il enfin Durkheim à Tard? Non de s'occuper des relations interpersonnelles ou interindividuelles, mais de négliger l'aspect, à son avis, essentiel, fondamental de ces mêmes relations, le fait qu'elles sont serrées, génératrices de situations nouvelles, des faits émergents, même si cette notion émergence n'est pas encore un usage. D'ailleurs, Durkheim l'avait écrit à Célestin Bouglet d'un air scandalisé en septembre 1897. Savez-vous, Tard n'admet pas que des relations interindividuelles se dégagent quelque chose de nouveau. Et sur cette base, aucune entente n'est évidemment possible entre les deux sociologues. Ceci dit, et malgré Durkheim, l'interpsychologie de Tard fera son honorable carrière en France, grâce à Georges Dumas notamment, qui risque d'être connu aujourd'hui uniquement parce que Lévi-Strauss en parle dans ces tristes topiques, plutôt que pour ce qu'il a fait. Quant à Durkheim, il a réussi parfaitement son annexion à la sociologie, de la sociologie à la psychologie sociale, ou le contraire. Mais c'est une apparence trompeuse, car la psychologie sociale que Durkheim vise n'est ni plus et ni moins que sa sociologie, le nom à peine changé. J'en viens maintenant au rapport de la sociologie avec les autres sciences sociales. Concrètement, les sciences du droit, de la morale, de la religion, l'économie politique, la démographie, la géographie et l'histoire. La question se présente comme un complément de la longue discussion sur la classification des sciences, on remonte à Aristote, et à l'ordre du jour au sein de l'Institut international de sociologie, de la Société de sociologie de Paris et d'autres sociétés savantes. René Worms l'a sorti dès le premier numéro de la Revue internationale de sociologie, janvier 1893. Et le premier congrès international de l'enseignement des sciences sociales vient de se tenir à Paris pendant l'été 1900. Bref, en décembre 1903, l'École des hautes études sociales de Paris, dans le cadre d'une série de conférences programmées, mais il n'y en aura que 5, invite Durkheim et Tard à présenter leur point de vue sur le sujet guillemets, rapport de la sociologie avec les diverses sciences sociales et les disciplines auxiliaires. À la conférence de Durkheim suit celle de Tard, et à cette dernière suit un débat entre les deux conférenciers, présidé par Alfred Croiset, le gréciste, doyen de la faculté des lettres. Débat qui fut très tendu, d'après des témoins. C'est à partir de cet événement qu'on a monté, ça fait quelques années, une pièce de théâtre d'une certaine efficacité, reproduisant un échange vif mais poli entre Durkheim et Tard. Pièce accessible sur Internet, YouTube, jouée par 2 comédiens amateurs au talent insoupçonné, dont l'un est présent dans cet amphi. Malheureusement, on ne dispose pas des textes des conférences de Durkheim et Tard, ni de la transcription fidèle du débat, mais seulement de 3 résumés lacunaires établis par Marcel Pournain, qui était un membre de la Société de sociologie de Paris, un collaborateur de Worms, etc. Des résumés qu'on arrive pourtant à compléter assez aisément. Durkheim expose le plan de l'année sociologique, qui est le suivant. La sociologie est destinée à disparaître comme discipline autonome pour se transformer dans le corpus ou système des sciences sociales sociologisées, c'est-à-dire unifiées par la méthode. Que les spécialistes de ces sciences particulières se résignent,
ce résultat se produira tout seul, tôt ou tard. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme durkheimien. Reste la place pour une œuvre de coordination des sciences sociales formant le dit corpus ou système, œuvre qui serait assurée par la sociologie générale. Cette expression et notion, sociologie générale, qui débute dans le système morphologique de Stuart Mill, John, 1843, désigne deux choses différentes selon que l'on entend le mot général au sens de la compréhension ou au sens de l'extension, comme l'aura montré Gustave Bello en 1897. Au sens de la compréhension est général ce qui inclut le plus grand nombre d'individus ou choses, ce qui embrasse tout. Au sens de l'extension est général ce qui convient au plus grand nombre d'individus ou choses, ce qui se répète à l'identique partout. Au sens de la compréhension, la sociologie générale est la synthèse des travaux des sciences sociales. Chacune d'entre elles se dévoue à son propre objet. La sociologie générale réunit les résultats et tire ses conclusions. Par contre, au sens de l'extension, la sociologie générale est l'étude analytique de ce qui existe de plus simple ou élémentaire dans la société et qui, en tant qu'élément, entre dans la composition des faits sociaux. Le modèle de la sociologie générale conçu de cette manière est la physiologie générale 1867 de Claude Barnard, qui étudie le composant histologique primaire des phénomènes vitaux. Or, Durkheim ne s'était pas vraiment décidé entre ces deux manières de relier les sciences sociales. Dans la préface des deux premiers volumes de l'année sociologique, rédigés en 1897 et 1898, et justifiant aussi l'existence d'une section de la revue consacrée à la sociologie générale, Durkheim était pour la sociologie générale synthèse, mais dans un texte adressé à un congrès italien de 1899, texte explicitement intitulé « Ce que devrait être la sociologie générale », est resté pendant 100 ans enterré dans une petite revue irrégulière et introuvable. Durkheim plaidait pour la sociologie générale recherche du fait social élémentaire. La sociologie générale analyse, sauf revenir sur ce pas, non sans hésitation, dans l'article de 1903 signé avec Paul Fauconnet, Sociologie et Sciences sociales, et dans d'autres contributions encore. Tarde aussi, dans sa conférence, est pour que les sciences sociales coopèrent les unes avec les autres. Il demande pourtant que chacune d'entre elles garde son autonomie. Il est également, Tarde, l'avocat d'une sociologie générale qui se situe au-dessus des sciences sociales particulières à deux précisions près. La première est que, tandis que pour Durkheim, la sociologie générale est une sous-discipline résiduelle, ce qui restera de la sociologie après qu'elle se sera déversée dans les sciences sociales, pourtant, c'est la sociologie dans son intégralité, et dernièrement l'interpsychologie, qui est une science générale. Elle est générale ou elle n'est pas. Générale ou même pure, selon la division science pure, science appliquée. C'est ainsi que Tarde avait écrit dans l'avant-propos des lois de l'imitation, citation, « J'ai donc tâché d'esquisser une sociologie pure, autant vous dire une sociologie générale, à signaler qu'un gros pavé Pure Sociology est publié aux États-Unis par Lester Ward juste en 1903. La seconde précision est que Tarde n'a jamais douté du trait qui fait de la sociologie, dernièrement de l'anthropsychologie, une science générale. Ce trait distinctif est qu'elle s'intéresse aux faits sociaux élémentaires. Mot de Tarde, la psychologie intermentale doit être aux sciences sociales ce que l'étude de la cellule est aux sciences biologiques.
la psychologie intermentale et une sociologie élémentaire, c'est-à-dire générale. La conférence de Tarbes a la conséquence immédiate de persuader Durkheim d'en finir avec la recherche du fait social élémentaire. Pendant quelques années, il s'interdira d'évoquer la possibilité même que la sociologie, générale ou non, puisse être une science analytique. Le fait social élémentaire de Tarbes est l'imitation, c'est-à-dire la modification d'un acte de conscience par l'action d'un individu sur un autre. Quel est le fait social élémentaire de Durkheim, que Durkheim a à l'esprit les fois où il en parle? Au niveau morphologique, comme il le dit, c'est la horde. Et au niveau physiologique, c'est la pensée de la horde, la pensée religieuse de la nuit des temps. La horde est le tout compact et indifférencié, le segment formant la première étape de l'évolution humaine. Dans la division du travail social, Tarbes l'avait qualifié de sorte de protoplasme social, d'après une conjecture qu'il avait trouvée, comme tout le monde, chez Morgan, U.S. Morgan, Ancient Society, 1867, mais qui est répandue encore chez Freud, Totem et Tabou, 1913. Au commencement était la horde. C'est l'évangile selon Émile. Au commencement, c'était la horde. L'évangile selon Gabriel pourrait rétorquer au commencement était la famille. Tarbes, dans les lois de l'imitation, en effet, fait de la famille, axée sur la consanguinité, notez, le concurrent de la horde dans la construction des États. À l'origine des États, c'est-à-dire de l'organisation politique des sociétés, on trouve ici la famille et là la horde. Seulement, la horde dont parle Tarbes n'a rien à voir avec celle de Morgan. C'est la troupe sauvage, comme quand on dit les hordes barbares. Pour résumer, tant pour Durkheim que pour Tarbes, la sociologie appelée à entretenir avec les sciences sociales un rapport hégémonique, plus ou moins respectueux de leur autonomie, se traduisant en des généralisations de quel cas à l'ensemble des cas possibles. Pour Durkheim, le plus souvent, ces généralisations devraient être des synthèses. Pour Tarbes, toujours et uniquement des analyses. Les fois où même Durkheim conçoit les généralisations de la sociologie comme étant des analyses, les termes de son désaccord avec Tarbes s'amplifient encore plus. C'est le temps que Alors, parenthèse, quelques anecdotes. Dans l'entretemps, pendant ces 4 premières années du nouveau siècle, Durkheim et Tarbes n'ont pas arrêté de s'attaquer. Durkheim, notamment, dans un article de mai 1900 dans la Revue Bleue sur la sociologie en France au XIXe siècle, Durkheim présente la sociologie de Tarbes comme une réaction scientifique. Réaction. D'après lui, ça veut dire toute sociologie individualiste dans la méthode est réactionnaire par définition. Dans ce sens qu'elle promeut un retour vers un état de la science sociale antérieur à son essor. Durkheim est obsédé par Tarbes, ce n'est pas le contraire. Figurez-vous qu'en 1901, il prépare la nouvelle édition de la division du travail social. Et il se souvient que dans un passage du chapitre 1er du livre 2, il avait mis 5 mots, 5, qui pouvaient donner à croire qu'il était d'accord avec son adversaire. Ces mots étaient, guillemets, on pourrait presque y voir. Or, cela devient, on y a même vu parfois. C'est-à-dire, dans le premier cas, le sens était pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais dans l'autre version, dans la nouvelle version, le sens devient c'est pas moi, ce n'est pas mon avis. Quoi qu'on en soit, et j'en viens enfin, et j'espère rapidement, au second thème débattu de cette fin de conflit. Le plus voyant, comme je l'ai dit, en dépit du fait qu'on en parle rarement.
le rôle de la personnalité dans l'histoire. Le rôle de la personnalité dans l'histoire, ou la fonction de la personnalité dans l'histoire selon les traductions, est le titre d'un pamphlet de 1898 du marxiste russe Georgi Valentinovitch Plekhanov, vécu en exil quelque temps en Suisse, opposant de Lénine, et malgré cela entré dans le panthéon soviétique. Il est mort en 1918. Dans ce petit livre, Plekhanov se penche sur l'engouement du XIXe siècle pour l'individu extraordinaire, l'homme de la providence, engouement avec lequel il prend ses distances tout en reconnaissant que le problème existe, et en effet, ça a déjà été évoqué. En effet, l'inventeur de Tarbes, on le connaît. C'est le héros ou le beginner de Thomas Carlyle, c'est l'homme représentatif d'Emerson, c'est le génie sur la genèse duquel s'interroge Francis Galton, l'anthropologie physique et criminelle et la psychiatrie, le génie auquel Henri Joly consacre des ouvrages. La psychologie des grands hommes, 1883, jusqu'à Génie sain et génie malade, qui paraît en 1908, à titre posthume. 1908, 12 ans après le traité de sociologie générale de Pareto. Parce que les membres des différentes élites de Pareto, politiques, économiques, intellectuelles, se situent dans le même sillage. Ce sont d'abord des produits de la nature, exactement comme les inventeurs de Tarbes. Sans aucun doute, chez Tarbes, toute invention est le point de rencontre de flux et fluctuations de croyances et de désirs. Mais ce trafic, s'il est permis d'employer cette image, ne donnerait rien s'il n'était pas intercepté par des individus doués, selon les époques et les circonstances. Voir Les transformations du pouvoir, ouvrage de Tarbes de 1998, et voir le compte rendu qu'en fait Jean Bourdeau dans le journal de débat. Citation, M. Tarbes s'est formé une conception aristocratique de l'histoire. L'humanité, selon lui, monte vers l'avenir, guidée par une élite religieuse, économique, scientifique, qui lui ouvre les voies nouvelles. De sorte que Tarbes aurait bien pu souscrire au passage célèbre du paragraphe 2025 juste du traité de Pareto qui dit que cela plaise ou non, les gens sont différents physiquement, moralement, intellectuellement, ce qui veut dire qu'ils naissent différents. De l'autre côté, on a le déterminisme de toutes les espèces, l'idée que le cours de l'histoire est gouverné par des lois que les individus ne peuvent que subir. Idée accueillie par exemple dans le post-scriptum de la deuxième édition du Capital de Karl Marx, 1873, et antérieurement reprise à sa manière par Tolstoï à la fin de la guerre et la paix, où le petit Napoléon Ier, en premier, est le jouet de force qui le dépasse. Petit détail Napoléon, mais petit aussi dans son illusion de compter quelque chose. Et de ce côté se situe également Durkheim. Personne n'a inventé le langage, ou la religion, ou la morale, selon Durkheim. La morale est sociale quant à son origine et une élaboration de la conscience collective. Et l'on comprend que Durkheim n'est pas de sympathie pour les théories de la transmission verticale des exemples, la théorie de la suggestion, qui donne de l'importance à la figure du meneur, du leader. Il faut dire que dans les règles de la méthode sociologique, Durkheim n'avait pas été si catégorique. Il avait soutenu qu'il y a des occasions où les individus ou des individus, par leur conduite blâmée, par leur opposition à la morale courante, anticipent la morale à venir. C'est le cas de Socrate, un cas qui, avait-il ajouté, n'est pas isolé. La libre pensée a eu souvent les hérétiques pour précurseurs. Mais à mesure que sa polémique avec Tarbes montait, il s'était corrigé.
On le voit d'après son compte rendu de 1901 d'un article d'un sociologue américain, Edward Ross, sur l'apport des individus éminents aux changements sociaux. Et ici je coupe, il convient de se reporter tout de suite au 22 mars 1906, à la seconde journée consacrée par la Société française de philosophie à la discussion de l'exposé de Durkheim sur la détermination du fait moral. La première journée, c'était le 11 février. Durant cette discussion, peu ou pas persuadé de la thèse que la morale soit une réalité sociale uniquement, Dominique Parodi évoque le cas de Socrate, le novateur, et Durkheim de lui répondre que Socrate n'avait été que quelqu'un qui, avec d'autres, par exemple les sophistes, avait traduit, guillemets, un puissant courant. À la même discussion intervient Frédéric Rowe, l'auteur de l'expérience morale, ami et collègue à la Sorbonne de Durkheim, mais en désaccord avec lui aussi, au sujet de l'origine invariablement sociale de la morale, un désaccord qui a déjà manifesté dans des textes antérieurs. Rowe demande qu'on lui concède que des écarts entre la conscience collective et la conscience individuelle ne sont pas inusités. On observe ces écarts les fois où l'opinion n'est pas unanime sur telle ou telle autre question. Et c'est bien que ces divergences se produisent car, je cite, il y a alors une opposition de la conscience individuelle et de la conscience collective, et la conscience individuelle peut annoncer la conscience collective future. Ah, j'ai terminé? Non, j'ai presque terminé. Alors, Rowe avait présenté son livre à la Société de sociologie de Paris le 9 décembre, à la présence de Tarde, qui n'avait pas lésiné sur les mots. Tarde avait félicité Rowe de la façon suivante. Ses adversaires ici sont précisément les miens. Ses adversaires étaient, guillemets, les sociologues contemporains de la morale, pour lesquels la morale se résout entièrement dans des manifestations objectives. Et il citait aussi Lévi-Brühl, La morale et la science des mœurs, de la même année. Et Tarde de répéter que derrière tout renouvellement social, il y a un individu courageux qui déchire des voiles, que la morale d'une société, citation, n'exprime nullement la moyenne arithmétique des manières d'agir, mais bien la propagation des exemples et des préceptes d'une minorité influente. Alors, je passe dessus à un autre cas intéressant, et je termine en vous disant que les implications de cette controverse sur la part qui revient au novateur ou inventeur dans l'histoire me paraissent les plus évidentes. Mais pour les approfondir et continuer, il faudrait changer de registre, c'est-à-dire passer de la pensée sociologique de Durkheim et Tarde à leur pensée politique. Et ce n'est pas la peine de le faire ici. Voilà, j'arrête. Merci Massimo, il était difficile de t'interrompre et je voulais te remercier chaleureusement pour, d'une certaine manière, tu as précédé la discussion puisque tu as fait dialoguer Durkheim et Tarde. Quelle différence avec le silence assourdissant de Isoulet, enfin de Durkheim sur Isoulet, ou du moins ça n'a pas été évoqué, mais en tout cas il n'y avait pas de vrai débat entre les deux, ce qui prouve qu'on a changé de registre dans le conflit et dans l'histoire du collège aussi. Est-ce que vous avez des questions? On n'a que 5 minutes pour les questions avant d'entendre Laurent Jean-Pierre.